Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Une mission bien remplie pour l'ambassadeur de Suisse en fin de séjour au Cameroun. Claude Altermat est allé faire ses adieux au président de la République, Paul Biya. milliards pour renforcer et mobiliser le réseau de transport d'électricité au Cameroun, des financements qui permettront de sortir de la zone d'ombre. Le sujet inaugure le dossier du soir, votre nouveau rendez-vous dans le 20h30. Un repli stratégique pour embrasser une autre mission hautement exaltante. Peter Mafani Moussongue quitte le Sénat. L'ancien Premier ministre veut se consacrer entièrement à la Commission nationale en charge du bilinguisme et du multiculturalisme. Et voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Un séjour agréable et fructueux. C'est ainsi que l'ambassadeur de Suisse en fin de séjour au Cameroun a qualifié sa mission. Claude Altermat est allé faire ses adieux au président de la République, Paul Biya. Les deux personnalités se sont par ailleurs félicitées de l'excellence de la coopération entre Yaoundé et Berne. Le reportage d'Yves Mac Mezzo. La coopération bilatérale entre la Suisse et le Cameroun se décline à la fois en termes d'acquis et de défis. Au rang des acquis, l'on se plaît à citer des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé, l'hydraulique et l'agroforesterie. Quant aux défis, ils tournent principalement autour des questions migratoires, une préoccupation partagée. Son Excellence Claude Altermat, ambassadeur de Suisse. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de m'accueillir. Arrivé au terme de sa mission intercamerounaise, Claude Altermat, l'ambassadeur de la Confédération helvétique dans notre pays, est venu avec le président Biya passer en revue les principaux axes de cette coopération vieille aujourd'hui de plus d'un demi-siècle. Nous avons parlé de quelques sujets précis de cette coopération bilatérale, notamment la migration et la formation personnelle, et nous avons encore abordé d'autres sujets. Pour marquer de façon solennelle l'engagement de Yaoundé et Berne à aller toujours plus loin dans leur rapprochement, le président Biya et son hôte vont procéder à un échange de cadeaux avant que l'illustre invité ne quitte le palais présidentiel pour regagner son pays natal où il est appelé à d'autres fonctions. Il faudra vous y habituer. Le 20h30 vous propose tous les jours désormais le dossier du soir. Et ce soir, la rédaction télé fait un gros plan sur le transport de l'électricité au Cameroun. Une éclaircie peut-être avec la signature de 3 conventions de financement entre le gouvernement et la Deutsche Bank d'Espagne. Aujourd'hui, 30 milliards de francs CFA qui devraient ainsi être injectés à la stabilisation et au renforcement des réseaux de transport de l'électricité. Concrètement, une ligne de 400 kV va relier Edea à Yaoundé. La capitale sera par ailleurs ceinturée par une boucle électrique. Marie-Laurence Kay nous donne plus de précisions. Ce sont en tout 3 conventions qui ont été signées ce mercredi 5 juillet au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ceci dans l'optique de renforcer et de stabiliser les réseaux de transport d'électricité de la ville de Yaoundé. Un projet qui s'intègre dans le programme de construction et d'amélioration de la desserte des grandes métropoles en énergie électrique. Elle concerne une partie de la boucle de Yaoundé dans le réseau de transport d'électricité. Et elle va aussi concerner la construction d'une ligne de 400 kV entre Edea et Yaoundé. Si dans l'avenir, quand cette ligne sera construite, il y a un défaut sur la ligne 225 kV, on aura une ligne de secours, n'est-ce pas, en 400 kV. La capacité de desserte de la région de Yaoundé et ses environs est fragile, surtout pendant l'étiage, en période de pointe et en cas de contingence. Cela s'est vérifié lors de la CAN féminine en décembre 2016, où certains quartiers de la cité capitale sont restés dans le noir. Il est donc question d'augmenter la capacité de transport d'énergie électrique en construisant de nouvelles lignes. Les travaux devront commencer en 2018 pour se terminer en 2019. Ce bouclage permettra de recevoir l'énergie qui vient de Memvelu, mais également l'énergie en provenance du projet Nactigal. Et ces 4 millions de consommateurs qui auront accès à l'électricité, surtout dans de meilleures conditions. Ce n'est qu'un vœu.
Et si on s'essayait à un état des lieux des infrastructures de transport de l'électricité au Cameroun, le tableau serait bien sombre. Noir, c'est noir, les populations peuvent entonner la litanie des complaintes. L'énergie électrique n'est pas toujours disponible dans les ménages et les activités économiques branchées sur le réseau sont très souvent à l'arrêt. La solution annoncée est donc très attendue. Olivier Kingemoli. Le poste de transformation du BRGM au quartier Mélène à Yaoundé, l'un des 5 piliers du système de transport de l'énergie électrique dans la capitale, avec Ngosso, Ahala, Kondengui et Oyemaban, d'où part au quotidien un cumul de production de 315 volts pour desservir une demande journalière de 250 MW à la pointe. À l'arrivée de l'énergie des DA et de son loulou, il constitue le transit obligatoire pour le réseau de distribution. Dans une ville où la demande est croissante et qui fait régulièrement face aux interruptions dues à plusieurs facteurs, l'état des lieux de ces postes de transport alterne le mauvais et le moins bon. S'il était bon, on ne signerait pas de convention, n'est-ce pas, pour le réhabiliter. Donc on est en train de travailler pour la réhabilitation et la remise à niveau du réseau de transport. Vous vous souvenez, lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, nous avons eu des problèmes du côté de Koningui et tout ça. La société Elecnor va nous renforcer le réseau dans ce secteur-là. Pour mémoire, la dernière acquisition d'un transformateur au poste du BRGM date de 3 ans. Et si le transport impacte sur la distribution, le réseau lui fait actuellement l'objet de certains travaux d'amélioration de la qualité du transit, en plus du remplacement des poteaux bois moyenne et basse tension. À date, la ville de Yaoundé représente une puissance installée de près de 433 kVA pour 711 000 lignes et 1728 postes de distribution en zone urbaine. Lampangar, Menvel, Mekin, 3 projets énergétiques en cours. Le Cameroun compte sur ces barrages pour résorber en partie tout au moins le déficit énergétique estimé à près de 500 MW. Les 3 projets structurants malheureusement avancent chacun à son rythme. Lampangar a passé lundi dernier l'étape de la réception provisoire. Menvel approche de son aboutissement, mais Mekin tarde encore à rassurer. Une évolution en dents de scie qui peut brider l'ambition du gouvernement à sortir du clair-obscur. Nous tentons de joindre Oswald Medoum pour des explications. Réception provisoire du barrage de Lampangar. Le 3 juillet 2017 a signé la fin de la phase 1 du projet. Grâce à la matérialisation du bassin réservoir d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, l'impact de l'imposant projet est palpable depuis septembre 2015, date de la mise en eau partielle. Une mise en eau partielle du barrage qui permet depuis lors de réguler le débit d'une Sanagajadi capricieuse en période d'étiage. Son loulou et EDA, dont les déficits cumulés affichaient 100 MW au compteur, respirent mieux. Mais à l'état actuel, la phase 2 du projet démarre à peine. Il s'agit de construire l'usine de pied du barrage d'une capacité de 30 MW et la ligne de transport de 90 kV de 105 km qui permettra d'alimenter 150 localités dans la région de l'Est. Dans le sud, Menvel aussi a pris forme et affiche les couleurs du projet structurant qu'il est. Grâce à ces 4 turbines, 211 MW pourront bientôt être injectés dans le réseau interconnecté sud. Mais il va falloir attendre encore un peu, les travaux de construction de la ligne de transport Menvel-Yaoundé via Ebolova étant en cours. Estimé à date à 30%, la fin des travaux est prévue pour la fin d'année 2018. Du barrage de Meking, il est attendu une production de 15 MW. Même si la matérialisation de l'ouvrage serait achevée, et malgré un premier test grandeur nature réalisé fin 2016, Meking garde encore son énergie. Les 3 projets mis en commun devront apporter 256 MW d'énergie supplémentaire, aux 600 disponibles actuellement, ce qui portera le total à 856 MW pour une demande estimée à 1200 MW. Au Parlement, standing ovation pour Peter Mafani Musonge au Sénat et au revoir à la suite de sa nomination au poste de président de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. L'ancien Premier ministre a remis sa démission à la Chambre haute du Parlement. Mais l'actualité au Sénat, c'était aussi le passage des 3 membres du gouvernement pour répondre aux questions des sénateurs. Les centres d'intérêt étaient la sécurité transfrontalière, les forêts et le réseau routier du Nord-Ouest. Le reportage au Sénat de Paul Ngounou.
Happy End dans une séance plénière spéciale. La Chambre entière a rendu un vibrant hommage à l'un de ses illustres membres, en l'occurrence le sénateur Peter Mafani Musonge. Le chef de l'État lui a confié la mission de présider aux destinées de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. À l'ouverture de la plénière marathon au Sénat, les préoccupations sécuritaires dans la région de la Damawa étaient exprimées par le sénateur et sultan de Banio, Mohamed Gabdou Yaya. Réponse du ministre Joseph Betty Assomo en charge de la défense, le président de la République a mis en place une batterie de mesures militaires pour éradiquer la barbarie et rassurer les populations des zones frontalières. Son collègue de travaux publics, interpellé par le sénateur Dinga Ignatius, a apporté des éclaircissements sur le réseau routier de la région du Nord-Ouest, notamment l'axe routier Babadjou-Bamenda. La route Babadjou-Bamenda sera reconstruite et c'est une route nationale avec le dimensionnement approprié, avec les équipements appropriés. Au-delà même de Babadjou-Bamenda, il y a 52 km de routes secondaires de désenclavement des bassins agricoles environnants. Le sénateur Pierre Flambeau-Ngayap a appelé l'attention du ministre des Forêts et de la Faune sur les informations alarmistes distillées par une ONG internationale au sujet de la réserve du Dja. Les allégations de Greenpeace ne sont pas fondées. La vérité, c'est que la déforestation de 5000 hectares se déroule dans les concessions légalement octroyées par le président de la République à Sud-Cameroun, à l'extérieur de la ceinture de sécurité de la réserve. Donc, aucune déforestation n'est en cours dans la réserve. Dernière articulation de la séance plénière au Sénat, l'examen du projet de loi sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, défendu par le ministre Ernest Ngouaboubou. Texte de loi adopté par la Chambre haute du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie cette mi-journée au menu de l'échange entre Boubacar Nouman-Sana et Kavaye Dibril, l'économie numérique, un sujet déjà au centre d'un séminaire parlementaire qui s'est déroulé à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, le réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabac, le réseau Oxygène, menait un plaidoyer pour une loi responsable qui aidera à renforcer la lutte contre le tabagisme. Une journée à l'Assemblée nationale avec Clarisse Emilientan. L'économie numérique s'est invitée au Parlement, commençant par le bambou, le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale, représentant de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a jugé opportun de discuter de la question avec le très honorable Kavaye Dibril. C'est d'abord la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Cameroun. C'est une coopération qui est ancienne, qui est féconde, mais qui s'étend aujourd'hui à des nouveaux domaines. Ces nouveaux domaines concernent à la fois des programmes pour les jeunes entrepreneurs, ça comprend également la mise en place ou la promotion de la lecture publique à travers des centres d'animation culturelle, ça comprend également la formation grâce au numérique des enseignants du primaire, la promotion de l'enseignement bilingue, langue nationale française. L'hôte du chef de chambre s'est ensuite rendu à l'hémicycle de l'Assemblée nationale où des experts de la francophonie, quelques membres du gouvernement et des parlementaires étaient réunis pour un audit du cadre juridique et institutionnel de l'économie numérique au Cameroun et en même temps pour aider au renforcement des capacités des parlementaires. Il faut dire que tous les pans de l'activité humaine cèdent tour à tour au diktat du numérique. Rien ne pourra se faire sans l'économie numérique. Comme le disait un des orateurs, l'économie numérique est l'or de demain, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et ce qui est encore dommage, nous risquons de perdre le train de ces développements si nous n'y allons pas très vite. Un nouveau monde est en gestation et nous devons tout faire pour éviter d'être des victimes de cette évolution dans le secteur de TIC. Devant cette nouvelle donne, notre devoir est d'offrir des possibilités d'un cadre juridique fiable, d'entreprendre et de réussir cette mutation
afin de pouvoir opérer dans une civilisation numérique qui devient de jour en jour la nouvelle civilisation humaine. Si l'économie numérique devient un mal nécessaire pour le développement, le tabagisme y nuit fortement. L'échéance de 2035 pour l'émergence du Cameroun passant aussi par l'atténuation des effets dévastateurs du tabac, une loi responsable devrait être prise. C'est l'objet du plaidoyer du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabac Oxygène. Nous avons pour souci que le Parlement puisse implémenter une législation en faveur de la lutte contre le tabagisme. Les membres du réseau Oxygène étaient au chevet des victimes du tabac à l'hôpital Jameau d'Yaoundé. Les honorables députés ne sont pas venus les mains vides. Un statut consolidé pour l'agence de promotion des investissements. La discussion est en cours au Parlement pour donner les coups des franches à cette institution chargée d'attirer les investissements et promouvoir le Cameroun comme destination d'affaires. L'API échappe à la tutelle du ministère des Mines et du Développement technologique, mais elle est désormais rattachée à la présidence de la République. Alors, qu'est-ce qui va changer? Question à Mélanie Félicité Betebe. La semaine dernière, les administrateurs de l'agence de promotion des investissements étaient réunis autour de leur présidente à l'effet d'examiner les comptes de l'entreprise. Mais au-delà de l'examen des comptes, ils se sont également appesantis sur les mutations qui seront celles de cette entreprise dans un avenir proche. Tous les ministères techniques avaient un aspect de promotion des investissements qui échappait complètement à l'API. Alors, étant rattaché à la présidence, ça donne ne serait-ce que la bonne perception du rôle de l'API et ça va faciliter la performance de l'API. Pour accomplir au mieux son objet qui est de promouvoir les investissements au Cameroun et surtout d'attirer les investisseurs dans notre pays, l'agence a besoin de plus de moyens. La loi en examen au Parlement pourrait permettre de résorber son déficit en personnel et même en besoins financiers. Ils sont en train de regarder les modalités pour pouvoir augmenter les ressources de l'API. Regardez certaines sections de la loi sur les investissements, des lois organiques qui posent vraiment problème. Il y a trop d'intervenants. Il faut donc réduire ces intervenants. Il faut signaler que depuis octobre 2014 à ce jour, 124 conventions ont été signées entre le gouvernement et les opérateurs économiques étrangers et nationaux et 46 367 postes d'emploi décents à créer. Mais l'agence peut faire mieux si les problèmes fonctionnels et de coordination avec les administrations sœurs sont résolus. Face à l'obscurantisme de Boko Haram, gagner le combat pour la vie, la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, la CBLT, veut reconstruire les zones touchées et rallumer la vie sociale. Ce nouveau défi dans la guerre contre le terrorisme était discuté aujourd'hui au cours de la réunion des chefs d'état-major et de services de renseignement de la commission. Cette discussion d'aujourd'hui préfigure de la réunion du Conseil des ministres qui s'ouvre demain ici même à Yaoundé. Le reportage de Rachel Ndiok Malongo. La vie doit reprendre ses droits. Dans les pays du bassin du lac Tchad, plusieurs parcelles de terre assujetties à Boko Haram ont été reprises. La secte terroriste est affaiblie seulement. La guerre contre le Boko Haram continue. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura un seul Boko Haram, on va lui faire la guerre. Mais dès à présent, nous pouvons amorcer le retour à la vie normale. Dans nos campagnes, dans nos villes, les populations réapprennent à vivre normalement. Qu'elles vaquent à toutes leurs occupations sans crainte. La recommandation des experts de la CBLT, le fruit de 2 jours de réflexion, propose un nouveau schéma à cette guerre en mutation. Boko Haram est aujourd'hui désintégré en plusieurs factions dissidentes. Les groupuscules, placés sous des commandements individuels, pourraient s'avérer dangereux à la longue. La force multinationale mixte de la CBLT, dont le succès retentissant est cité en exemple, entend préserver ses atouts. L'effort collectif, le travail en arrière-plan, la coopération effective et la contribution au combat. Ces acquis font la fierté du général Adaousson. Le Nigérian, commandant sortant de la force multinationale, passe le témoin à son confrère pour la suite des opérations. Ceci
après un mandat de 2 ans couronné par ce succès sous-régional. L'église catholique qui est au Cameroun accueille Monseigneur Londsi Kene, le nouvel évêque de Yokadouma, a désormais la plénitude de sa charge. Il a été sacré ce matin par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Tout le clergé a pris part à cette solennité. Une messe pontificale a été dite dans la pure tradition catholique. Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, représentait le chef de l'État à cette cérémonie de sacre. Le reportage de Jean du Nord Kemthieu à Sir TV Est. Monseigneur Paul Londsi Kene, 54 ans, prêtre diocésain du diocèse de Bafoussam, désormais paré de tous les attributs liés à sa charge d'évêque du diocèse Yokadouma, a été porté à la cathèdre par un collège d'évêques conduit par le nonce apostolique. Je demande une seule chose au Seigneur, de mettre dans notre cœur l'amour de Dieu, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, l'homme est debout, le frère est debout, notre pays est debout. Que le vrai amour soit sémé dans le cœur des chrétiens de Bouba et Roko, pour qu'à partir d'ici, chacun balaye sa cour, pour que tout le village soit propre. Dans son homélie, suivi par Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État qu'entourait pour la circonstance le gouverneur de la région de l'Est, les autorités locales, les élites et la communauté des fidèles, Monseigneur Pioro Piopo, principal célébrant, a présenté Monseigneur Paul Londsi Kene comme un homme habité par l'Esprit de Dieu qui, en tant qu'évêque, doit être pour ses prêtres, les fidèles et chacun de nous, le vicaire infini de l'amour du Christ. À l'instar de l'évêque pionnier du diocèse de Yokadouma, Monseigneur Juresco, reconnu comme un grand missionnaire et un grand travailleur, Monseigneur Paul Londsi Kene devra offrir sa précieuse collaboration pour que Dieu ne manque jamais de serviteurs et de bergers. Notre joie est très grande, voilà pourquoi d'ailleurs nous étions tous là pour prier. Et un élément important, nous l'accueillons dans notre famille parce que nous formons une famille. Vous voyez, et comme on dit, n'est-ce pas, quand la famille obtient un nouvel enfant, c'est la grande joie. Aujourd'hui, c'est notre grande joie. Le défi est donc à venir et le nouvel évêque de Yokadouma, Monseigneur Londsi Kene, peut compter sur les laïcs qui, comme le clergé local, se sont engagés à le soutenir. Le soutien de l'épiscopat camerounais lui est également garanti, tout comme les prières des fidèles et des prêtres du diocèse de Bafoussam qui se sont massivement mobilisés pour son ordination et son installation à Yokadouma. Religion encore, les maîtres d'école coranique de la région de l'extrême nord sont à l'école de la prévention de l'extrémisme violent. Ils prennent part à un atelier sur la citoyenneté. Désormais, l'enseignement coranique devra intégrer des cours d'éducation à la citoyenneté pour une formation totale des apprenants. Cet atelier est organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire. Le reportage d'Abdoulaziz Hamadou, Sir TV Extrême Nord. Les écoles coraniques sont la cible privilégiée de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Selon une récente étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement, nombre d'adeptes de cette nébuleuse sont passés par ces écoles. L'atelier de Maroua vise donc à donner aux 25 enseignants du Coran les éléments clés pour une triple formation spirituelle, professionnelle et citoyenne des apprenants. Il est question de leur permettre dans un premier temps d'identifier un ensemble de métiers autour de leur environnement. Ça peut être la poterie, la menuiserie, la broderie, la couture, etc. Et il est même également possible que les maîtres envoient pendant les heures creuses, pendant les heures de pause ou les jours de pause, les élèves de l'école coranique visiter cet ensemble d'ateliers, ces ensembles d'ateliers. Les participants, composés des maîtres et d'imams, viennent du Logo-Nechari et du Mayo-Sava. C'est eux qui vivent actuellement avec le plus grand nombre de déplacés internes. Et nous savons aussi que c'est dans ces zones que nous avons le plus grand nombre d'écoles coraniques. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du gouverneur de la région de l'extrême nord a mis un accent particulier sur l'éducation. Une fois le Coran terminé, il faut qu'il essaye d'expliquer à ses enfants le bien-être de l'islam. Il ne faut pas que les enfants se radicalisent.
Selon la délégation régionale de l'éducation de base, le Logo-Léchari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tchanaga, 3 départements concernés par la crise sécuritaire, comptent 37 200 élèves coraniques encadrés par 932 enseignants dans plus de 500 écoles. Enseignement supérieur, où fait Tindie Florence Melo, désormais pleinement recteur de l'université de Ngaoundéré. Elle a été installée aujourd'hui par le ministre Jacques Famdongo. Le cahier de charge du nouveau recteur intègre le renforcement du système LMD, la gouvernance académique et financière. Le reportage d'Oumarou Kadili, CRTV Adamawa. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre à l'université de Ngaoundéré suite à l'installation de la toute première femme recteur et d'expression anglaise. L'heureuse promue entend inscrire son action à l'immédiat dans la continuité de son prédécesseur avant d'imprimer ses marques. Prendre là où il a laissé et voir comment on peut l'améliorer. Il faut que je prenne connaissance de tous les dossiers, de l'état des lieux. Dans le rituel de la cérémonie, le rappel de l'acte de nomination. Ingénieur en métallurgie, diplômé de l'Université de Londres, la haute hiérarchie sait pouvoir compter sur ses capacités. Elle devra ainsi relever plusieurs défis. Gouvernance académique, avec notamment le numérique universitaire, avec évidemment l'implémentation renforcée du système LMD, la gouvernance financière, administrative, managériale et sociale. Et pour lui témoigner de leur accompagnement face aux missions qui l'interpellent, étudiants et enseignants tout grades confondus ont fait le plein d'œuf de l'amphi qui servait de cadre à la cérémonie. Bien avant sa nomination, professeur Youfi Tindie Florence était directrice générale de la MIPROMALO, mission de la promotion des matériaux locaux. La grande enquête du soir, autre nouveauté d'une rédaction télé en marche et ce sujet préoccupant, l'addiction des jeunes aux jeux vidéo cloîtrés chez eux à longueur de journée, les yeux rivés sur leurs écrans, téléviseurs ou ordinateurs. C'est selon le phénomène a pris une telle ampleur qu'il tend à redessiner les rapports sociaux et les comportements au sein de la famille. La première conséquence est l'isolement et les conflits nés par exemple de l'utilisation personnelle des appareils comme le téléviseur, jusque-là destiné à un usage commun. L'enquête est signée Irène. Vacances en mode Android à domicile pour ces jeunes happés par le virus des jeux vidéo. C'est une réalité virtuelle, c'est un peu comme si c'est moi qui joue en fait. Ça fait passer le temps et tout, jusqu'à peut-être 4 heures, puis on s'endort. Aucun d'entre eux ne voit le temps passer. Même l'heure du repas laisse Giovanni indifférent. En solitaire, entre amis ou entre frères et sœurs, ils s'accaparent de l'ordinateur familial ou prennent les commandes de la manette de la console connectée au téléviseur, parfois réservée à la maisonnée. Ils m'ont pris toutes les télévisions en otage. Ils dorment pas, c'est 6h, minuit, 3h du matin. L'amour que ces adolescents ont pour les jeux vidéo engendre d'énormes dépenses que les parents exécutent pour les rendre casaniers. Quand il s'agit de consoles de jeux vidéo, je dépense énormément. C'est peut-être pas bon, mais ça a un avantage, c'est que ça les garde quand même à la maison. Ça évite qu'ils errent dans le quartier. Les jeux vidéo restent prisés par les jeunes issus des familles nantis. Les parents les leur offrent en guise de récompense pour les bons résultats scolaires. Mais toute médaille a son revers. Ça densifie le phénomène d'extraversion, c'est-à-dire que ça coupe l'enfant de ses racines culturelles et ça le met davantage en contact avec des réalités d'une culture extravertie. Ça, c'est je pense que c'est le danger principal. Je suis pour que les parents prennent le temps de sélectionner les jeux vidéo auxquels sont soumis leurs enfants. Mieux vaut le crier sur tous les toits. Les parents ne doivent pas perdre de vue qu'ils ont leur part de responsabilité dans la relation que leur progéniture tisse avec les jeux vidéo. Et s'ils décident de sortir de leur chambre, les enfants, ils pourront se rendre bientôt au Palais des Congrès de Yaoundé qui ouvre ses portes au grand public. Après 24 mois de travaux de rénovation, l'édifice entièrement relooké sera présenté aux visiteurs durant une semaine. Cette réouverture officielle devrait marquer un nouveau rapport au public. La Maison du Peuple, c'est ainsi que le Palais des Congrès veut se faire appeler désormais. Et c'est en tout cas la vision
vision qu'a présentée son directeur général, Christophe Mienzok, a donné une conférence de presse ce mercredi à Yaoundé. Le compte rendu d'Agnès Solange à Bessolo. L'édifice s'impose dans le paysage institutionnel camerounais. Sur la colline Konyada, le palais des congrès de Yaoundé, 35 ans après sa construction, fait peau neuve. Une réhabilitation qui a tenu les délais du cahier des charges, 24 mois pour 132 millions de yuan, environ 10 milliards de francs CFA, dont chinois, sans contrepartie. Des travaux qui relèvent en majorité du génie civil, notamment ces baies vitrées entièrement refaites, comme toute l'étanchéité, la charpente, la toiture, le plafond et le mobilier. Certains domaines, à l'instar de celui de la communication, ont été améliorés et rénovés avec la multiplication des centrales téléphoniques, l'installation des caméras de surveillance, des tonnes de matériel venus de Chine pour la réfection complète de l'édifice. Alors, question, les prix seront-ils revus à la hausse? Le prix ne doit pas effrayer les gens. Si vous voulez organiser un mariage, vous pouvez venir au Palais des Congrès. Ça ne va pas vous coûter des millions de francs, même pas 1 million. C'est à peine quelques centaines de milliers de francs. Le Palais des Congrès est un palais qui appartient à tout le monde et où tout le monde peut trouver satisfaction pour les prestations. Un investissement qui impose aussi des efforts en termes de maintenance. Pour cela, il est prévu des sessions de formation des agents et techniciens camerounais. Les portes du tout nouveau palais des congrès de Yaoundé seront officiellement ouvertes au grand public le 21 juin prochain. La rédaction centrale TV de la CRTV exprime sa gratitude et sa reconnaissance à certains responsables de la direction de l'information promus ou mutés. Un send-off était organisé aujourd'hui en leur honneur. Adèle Mbala, ancienne directrice de l'information, désormais chef de la division de la communication à la CRTV, et Jean Marinka, le rédacteur en chef central, appelé désormais à tenir les rênes de la direction régionale de la CRTV dans le littoral. Des discours, des cadeaux et une grande convivialité. La salle de rédaction de la CRTV en baladeux débordait d'émotions cette mi-journée. Reportage Mohamed Nana. Je suis content d'avoir conduit cette équipe-là et je me rends compte aujourd'hui que cette équipe était également contente d'être conduite par le père là, qui s'asseyait là tout le matin et qui engueulait tout le monde. La voix teintée d'émotion, il dit ses au revoir à la rédaction. Le crocodile ou encore Tonton Brahma, des pseudonymes qui lui collent à la peau, a su imprimer en seulement 10 mois ses marques comme rédacteur central TV. Promu directeur régional à Douala, il emporte avec lui des beaux souvenirs. Le plus beau souvenir, c'est quand le directeur général est venu féliciter la rédaction d'avoir abattu un travail extraordinaire sur la tragique disparition de Monseigneur Bala. Remarquable d'efficacité, Adèle Mbala a reçu hommage et présent, preuve de la collaboration exaltante, empreinte de convivialité entre le directeur de l'information qu'elle a été et ses collaborateurs. C'est avec beaucoup d'exaltation que, au terme de ces 10 mois, je quitte la DITV pour la division de la communication. Elle, c'est une travailleuse de l'ombre, mise sous les feux de la rampe au moment où retentit son générique de fin à la CRTV, après 31 ans de service. Mon travail va me manquer comme toute bonne personne qui a aimé ce qu'il fait. C'est à cet homme et à ces deux dames que le directeur des rédactions Jean Atangana et l'ensemble des membres de la rédaction ont tenu à rendre hommage aux grands hommes, la CRTV reconnaissante. Et le 20h30 leur souhaite bon vent. Le Venezuela et le Cap-Vert célèbrent leur fête nationale ce 5 juin. À cette occasion, le président Paul Biya a adressé ses félicitations à ses homologues Nicolas Maduro, président du Venezuela, et à Force Fonseca, le président du Cap-Vert. L'actualité à l'étranger, manœuvres militaires, les forces sud-coréennes ont mené des exercices dans la péninsule coréenne. Aujourd'hui, des exercices militaires en réponse
réponse au tir de missiles balistiques intercontinental lancé hier par la Corée du Nord. Et puis en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, a annoncé ce mercredi qu'il apportera son soutien au vote du Parlement pour le retrait du pays de la Cour pénale internationale, la CPI. Alain Patrick Fouda pour l'information étrangère. Dans quelques instants, Alain Patrick Fouda, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions d'information. Parlons de sport à présent. Le Cameroun accueille la World Grand Prix de volleyball féminin vendredi, samedi et dimanche prochain. C'est une compétition mondiale qui réunit les deux meilleures nations de chaque continent. Les Lions indomptables du volley, actuellement premiers du classement africain, ont favorisé l'attribution de l'organisation de cette première phase au Cameroun. La seconde phase est prévue la semaine prochaine à Trinidad et Tobago. Les sélections françaises, algériennes et vénézuéliennes partagent la poule du Cameroun. Toutes ces équipes-là sont arrivées hier à l'aéroport international de Yaoundé pour prendre part à cette compétition qui va s'ouvrir, nous le rappelons, dès le 7 juillet prochain. L'équipe nationale de volleyball du Cameroun fera-t-elle prévaloir la loi du sol? En tout cas, les champions d'Afrique abordent la World Grand Prix sans complexe. C'est à leur talent et à leur combativité qu'elles doivent être hissées sur le toit du continent. Elles devront croiser sur leur chemin l'Algérie, la France et le Venezuela. Joseph Guetta Mandeng nous présente la Team Cameroun. 19e au classement mondial et première en Afrique, l'équipe nationale féminine de volleyball du Cameroun intègre la World Grand Prix à la faveur de ses performances affichées depuis l'année dernière. C'est un groupe composé de 12 joueuses, dont 7 professionnelles et 5 locales. Parmi les volleyeuses évoluant à l'étranger, 3 ont remporté le doublé Coupe Championnat de France cette saison avec Chamalières Volleyball, une équipe de Pro B, l'équivalent de la 2e division. Il s'agit de Christelle Nana, la capitaine et pointue, Stéphanie Fotso centrale et Abdul Karim Faouzia, réceptionneuse attaquante. Dans cette World Grand Prix 2017, le Cameroun entame sa campagne face à l'Algérie ce vendredi 7 juillet, puis contre le Venezuela samedi. Il affronte la France en dernier match dimanche. Suffisamment bien préparées, les joueuses de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun qui évolueront sur leur terre natale ne demandent qu'une chose. On appelle le public à venir nombreux, vraiment, que la salle éclate, explose de leur chant, de leur cri pour nous porter toujours plus haut. La team Cameroun sera accompagnée par un public qui arborera le maillot des supporters confectionné pour la circonstance. Un jour après cette compétition, les Camerounaises s'envoleront pour Trinidad et Tobago en Amérique centrale pour un autre tournoi à 4 nations. On leur souhaite de monter au filet avec bravoure et de remporter cette compétition, pourquoi pas. Le 20h30 qui s'achève avec les au revoir de l'ambassadeur de Suisse qui est allé dire ses adieux au président Paul Biya après un séjour riche et fructueux au Cameroun. Et puis notre grand dossier du soir inauguré aujourd'hui avec la question du transport de l'électricité. 30 milliards de francs CFA de financement investis dans le renforcement et la stabilisation du transport de l'électricité au Cameroun. Et puis les au revoir également de Peter Mafani Moussongue qui quitte le Sénat, le nouveau président de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a déposé sa démission aujourd'hui au Parlement. Merci de votre aimable attention. Merci de rester sur la CRTV. Bonsoir. Présidence de la République. Alors, qu'est-ce qui va changer? Question à Mélanie Félicité Betebe. La semaine dernière, les administrateurs de l'Agence de promotion des investissements étaient réunis autour de leur présidente à l'effet d'examiner les comptes de l'entreprise.
Mais au-delà de l'examen des comptes, ils se sont également appesantis sur les mutations qui seront celles de cette entreprise dans un avenir proche. Tous les ministères techniques avaient un aspect de promotion des investissements qui échappait complètement à l'appui. Alors, étant rattaché à la présidence, ça donne ne serait-ce que la bonne perception du rôle de l'API et ça va faciliter la performance de l'API. Pour accomplir au mieux son objet qui est de promouvoir les investissements au Cameroun et surtout d'attirer les investisseurs dans notre pays, l'agence a besoin de plus de moyens. La loi en examen au Parlement pourrait permettre de résorber son déficit en personnel et même en besoins financiers. Ils sont en train de regarder les modalités pour pouvoir augmenter les ressources de l'API. Regardez certaines sections de la loi sur les investissements, des lois organiques qui posent vraiment problème. Il y a trop d'intervenants. Il faut donc réduire ces intervenants. Il faut signaler que depuis octobre 2014 à ce jour, 124 conventions ont été signées entre le gouvernement et les opérateurs économiques étrangers et nationaux et 46 367 postes d'emploi décents à créer. Mais l'agence peut faire mieux si les problèmes fonctionnels et de coordination avec les administrations sœurs sont résolus. Face à l'obscurantisme de Boko Haram, gagner le combat pour la vie, la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, la CBLT, veut reconstruire les zones touchées et rallumer la vie sociale. Ce nouveau défi dans la guerre contre le terrorisme était discuté aujourd'hui au cours de la réunion des chefs d'état-major et de services de renseignement de la commission. Cette discussion d'aujourd'hui préfigure de la réunion du Conseil des ministres qui s'ouvre demain ici même à Yaoundé. Le reportage de Rachel Ndiok Malongo. La vie doit reprendre ses droits. Dans les pays du bassin du lac Tchad, plusieurs parcelles de terre assujetties à Boko Haram ont été reprises. La secte terroriste est affaiblie seulement. La guerre contre le Boko Haram continue. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura un seul Boko Haram, on va lui faire la guerre. Mais dès à présent, nous pouvons amorcer le retour à la vie normale. Dans nos campagnes, dans nos villes, les populations réapprennent à vivre normalement. Qu'elles vaquent à toutes leurs occupations sans crainte. La recommandation des experts de la CBLT, le fruit de 2 jours de réflexion, propose un nouveau schéma à cette guerre en mutation. Boko Haram est aujourd'hui désintégré en plusieurs factions dissidentes. Les groupuscules placés sous des commandements individuels pourraient s'avérer dangereux à la longue. La force multinationale mixte de la CBLT, dont le succès retentissant est cité en exemple, entend préserver ses atouts. L'effort collectif, le travail en arrière-plan, la coopération effective et la contribution au combat. Ces acquis font la fierté du général Adaousson. Le Nigérian, commandant sortant de la force multinationale, passe le témoin à son confrère pour la suite des opérations. Ceci après un mandat de 2 ans, couronné par ce succès sous-régional. L'Église catholique qui est au Cameroun accueille Monseigneur Lantsi Kene, le nouvel évêque de Yokadouma, a désormais la plénitude de sa charge. Il a été sacré ce matin par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Tout le clergé a pris part à cette solennité. Une messe pontificale a été dite dans la pure tradition catholique. Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, représentait le chef de l'État à cette cérémonie de sacre. Le reportage de Jean Dunor Kemtieu à Sir TV Est. Monseigneur Paul Lantsi Kene, 54 ans, prêtre diocésain du diocèse de Bafoussam, désormais paré de tous les attributs liés à sa charge d'évêque du diocèse Yokadouma, a été porté à la cathèdre par un collège d'évêques conduit par le nonce apostolique. Je demande une seule chose au Seigneur, de mettre dans notre cœur l'amour de Dieu, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, l'homme est debout, le frère est debout, notre pays est debout. Que le vrai amour soit sémé dans le cœur des chrétiens de Bouba et Roko, pour qu'à partir d'ici, chacun balaye sa cour, pour que tout le village soit propre.
Dans son homélie, suivie par Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État qu'entourait pour la circonstance le gouverneur de la région de l'Est, les autorités locales, les élites et la communauté des fidèles, Monseigneur Pioro Piopo, principal célébrant, a présenté Monseigneur Paul Lond-Sekene comme un homme habité par l'Esprit de Dieu qui, en tant qu'évêque, doit être pour ses prêtres, les fidèles et chacun de nous, le vicaire infini de l'amour du Christ. À l'instar de l'évêque pionnier du diocèse de Kadouma, Monseigneur Juresco, reconnu comme un grand missionnaire et un grand travailleur, Monseigneur Paul Lond-Sekene devra offrir sa précieuse collaboration pour que Dieu ne manque jamais de serviteurs et de bergers. Notre joie est très grande, voilà pourquoi d'ailleurs nous étions tous là pour prier. Et un élément important, nous l'accueillons dans notre famille parce que nous formons une famille. Vous voyez, et comme on dit, n'est-ce pas, quand la famille obtient un nouvel enfant, c'est la grande joie. Aujourd'hui, c'est notre grande joie. Le défi est donc à venir et le nouvel évêque de Okadouma, Monseigneur Lond-Sekene, peut compter sur les laïcs qui, comme le clergé local, se sont engagés à le soutenir. Le soutien de l'épiscopat camerounais lui est également garanti, tout comme les prières des fidèles et des prêtres du diocèse de Bafoussam qui se sont massivement mobilisés pour son ordination et son installation à Okadouma. Religion encore, les maîtres d'école coranique de la région de l'extrême nord sont à l'école de la prévention de l'extrémisme violent. Ils prennent part à un atelier sur la citoyenneté. Désormais, l'enseignement coranique devra intégrer des cours d'éducation à la citoyenneté pour une formation totale des apprenants. Cet atelier est organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire. Le reportage d'Abdoulaziz Hamadou, CRTV Extrême Nord. Les écoles coraniques sont la cible privilégiée de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Selon une récente étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement, nombre d'adeptes de cette nébuleuse sont passés par ces écoles. L'atelier de Maroua vise donc à donner aux 25 enseignants du Coran les éléments clés pour une triple formation spirituelle, professionnelle et citoyenne des apprenants. Il est question de leur permettre dans un premier temps d'identifier un ensemble de métiers autour de leur environnement. Ça peut être la poterie, la menuiserie, la broderie, la couture, etc. Et il est même également possible que les maîtres envoient pendant les heures creuses, pendant les heures de pause ou les jours de pause, les élèves de l'école coranique visiter cet ensemble d'ateliers, ces ensembles d'ateliers. Les participants, composés des maîtres et d'imams, viennent du Logo-Nechari et du Mayo-Sava. C'est eux qui vivent actuellement avec le plus grand nombre de déplacés internes. Et nous savons aussi que c'est dans ces zones que nous avons le plus grand nombre d'écoles coraniques. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du gouverneur de la région de l'extrême nord a mis un accent particulier sur l'éducation. Une fois le Coran terminé, il faut qu'il essaye d'expliquer à ses enfants les bien-être de l'islam. Il ne faut pas que les enfants se radicalisent. Selon la délégation régionale de l'éducation de base, le Logo-Nechari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tchanaga, 3 départements concernés par la crise sécuritaire, comptent 37 200 élèves coraniques encadrés par 932 enseignants dans plus de 500 écoles. Enseignement supérieur, où fait Tindie Florence Melo, désormais pleinement recteur de l'université de Ngaoundéré. Elle a été installée aujourd'hui par le ministre Jacques Famdongo. Le cahier de charge du nouveau recteur intègre le renforcement du système LMD, la gouvernance académique et financière. Le reportage d'Oumarou Kadili, CRTV Adamawa. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre à l'université de Ngaoundéré suite à l'installation de la toute première femme recteur et d'expression anglaise. L'heureuse promue entend inscrire son action à l'immédiat dans la continuité de son prédécesseur avant d'imprimer ses marques. Prendre là où il a laissé et voir comment on peut améliorer. Il faut que je prenne connaissance de tous les dossiers, de l'état des lieux. Dans le rituel de la cérémonie, le rappel de l'acte de nomination. Ingénieur en métallurgie, diplômé de l'Université de Londres, la haute hiérarchie sait pouvoir compter sur ses capacités. Elle devra ainsi relever plusieurs défis. La gouvernance académique, avec notamment le numérique universitaire, avec évidemment l'implémentation renforcée
du système LMD, la gouvernance financière, administrative, managériale et sociale. Et pour lui témoigner de leur accompagnement face aux missions qui l'interpellent, étudiants et enseignants tout grade confondus ont fait le plein d'œuf de l'amphi qui servait de cadre à la cérémonie. Bien avant sa nomination, professeur Youfi Tindie Florence était directrice générale de la MIPROMALO, mission de la promotion des matériaux locaux. La grande enquête du soir, autre nouveauté d'une rédaction télé en marche et ce sujet préoccupant, l'addiction des jeunes aux jeux vidéo cloîtrés chez eux allant brancher sur le réseau sont très souvent à l'arrêt. La solution annoncée est donc très attendue. Olivier Kingemoli. Le poste de transformation du BRGM au quartier Mélène à Yaoundé, l'un des 5 piliers du système de transport de l'énergie électrique dans la capitale, avec Ngosso, Ahala, Kondengui et Oyumaban, d'où part au quotidien un cumul de production de 315 volts pour desservir une demande journalière de 250 MW à la pointe. À l'arrivée de l'énergie des DA et de son loulou, il constitue le transit obligatoire pour le réseau de distribution. Dans une ville où la demande est croissante et qui fait régulièrement face aux interruptions dues à plusieurs facteurs, l'état des lieux de ces postes de transport alterne le mauvais et le moins bon. S'il était bon, on ne signerait pas de convention, n'est-ce pas, pour le réhabiliter. Donc, on est en train de travailler pour la réhabilitation et la remise à niveau du réseau de transport. Vous vous souvenez, lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, nous avons eu des problèmes du côté de Koningui et tout ça. La société Elecnor va nous renforcer le réseau dans ce secteur-là. Pour mémoire, la dernière acquisition d'un transformateur au poste du BRGM date de 3 ans. Et si le transport impacte sur la distribution, le réseau lui fait actuellement l'objet de certains travaux d'amélioration de la qualité du transit, en plus du remplacement des poteaux bois moyenne et basse tension. À date, la ville de Yaoundé représente une puissance installée de près de 433 kVA pour 711 000 lignes et 1728 postes de distribution en zone urbaine. Lampangar, Menvel, Mekin, 3 projets énergétiques en cours. Le Cameroun compte sur ces barrages pour résorber en partie tout au moins le déficit énergétique estimé à près de 500 MW. Les 3 projets structurants malheureusement avancent chacun à son rythme. Lampangar a passé lundi dernier l'étape de la réception provisoire. Menvel approche de son aboutissement, mais Mekin tarde encore à rassurer. Une évolution en dents de scie qui peut brider l'ambition du gouvernement à sortir du clair-obscur. Nous tentons de joindre Oswald Medoum pour des explications. Réception provisoire du barrage de Lampangar. Le 3 juillet 2017 a signé la fin de la phase 1 du projet. Grâce à la matérialisation du bassin réservoir d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, l'impact de l'imposant projet est palpable depuis septembre 2015, date de la mise en eau partielle. Une mise en eau partielle du barrage qui permet depuis lors de réguler le débit d'une Sanagajadi capricieuse en période d'étiage. Son loulou et EDA, dont les déficits cumulés affichaient 100 MW au compteur, respirent mieux. Mais à l'état actuel, la phase 2 du projet démarre à peine. Il s'agit de construire l'usine de pied du barrage d'une capacité de 30 MW et la ligne de transport de 90 kV de 105 km qui permettra d'alimenter 150 localités dans la région de l'Est. Dans le sud, Menvel aussi a pris forme et affiche les couleurs du projet structurant qu'il est. Grâce à ces 4 turbines, 211 MW pourront bientôt être injectés dans le réseau interconnecté sud. Mais il va falloir attendre encore un peu, les travaux de construction de la ligne de transport Menvel-Yaoundé via Ebolova étant en cours. Estimé à date à 30%, la fin des travaux est prévue pour la fin d'année 2018. Du barrage de Meking, il est attendu une production de 15 MW. Même si la matérialisation de l'ouvrage serait achevée, et malgré un premier test grandeur nature réalisé fin 2016, Meking garde encore son énergie. Les 3 projets mis en commun devront apporter 256 MW d'énergie supplémentaire, aux 600 disponibles actuellement, ce qui portera le total à 856 MW pour une demande estimée à 1200 MW.
Au Parlement, standing ovation pour Peter Mafani Musonge au Sénat et au revoir à la suite de sa nomination au poste de président de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. L'ancien Premier ministre a remis sa démission à la Chambre haute du Parlement. Mais l'actualité au Sénat, c'était aussi le passage des 3 membres du gouvernement pour répondre aux questions des sénateurs. Les centres d'intérêt étaient la sécurité transfrontalière, les forêts et le réseau routier du Nord-Ouest. Le reportage au Sénat de Paul Ngounou. Happy End dans une séance plénière spéciale. La Chambre entière a rendu un vibrant hommage à l'un de ses illustres membres, en l'occurrence le sénateur Peter Mafani Musonge. Le chef de l'État lui a confié la mission de présider aux destinées de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. À l'ouverture de la plénière marathon au Sénat, les préoccupations sécuritaires dans la région de la Damawa étaient exprimées par le sénateur et sultan de Banio, Mohamed Gabdou Yaya. Réponse du ministre Joseph Betty Assomo en charge de la défense, le président de la République a mis en place une batterie de mesures militaires pour éradiquer la barbarie et rassurer les populations des zones frontalières. Son collègue des travaux publics, interpellé par le sénateur Dinga Ignatius, a apporté des éclaircissements sur le réseau routier de la région du Nord-Ouest, notamment l'axe routier Babadjou-Bamenda. La route Babadjou-Bamenda sera reconstruite et c'est une route nationale avec le dimensionnement approprié, avec les équipements appropriés. Au-delà même de Babadjou-Bamenda, il y a 52 km de routes secondaires de désenclavement des bassins agricoles environnants. Le sénateur Pierre Flambeau-Ngayap a appelé l'attention du ministre des Forêts et de la Faune sur les informations alarmistes distillées par une ONG internationale au sujet de la réserve du Dja. Les allégations de Greenpeace ne sont pas fondées. La vérité, c'est que la déforestation de 5000 hectares se déroule dans les concessions légalement octroyées par le président de la République à Sud-Cameroun, à l'extérieur de la ceinture de sécurité de la réserve. Donc, aucune déforestation n'est en cours dans la réserve. Dernière articulation de la séance plénière au Sénat, l'examen du projet de loi sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, défendu par le ministre Ernest Ngouaboubou. Texte de loi adopté par la Chambre haute du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie cette mi-journée au menu de l'échange entre Boubacar Nouman-Sana et Kavaye Dibril. L'économie numérique, un sujet déjà au centre d'un séminaire parlementaire qui s'est déroulé à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, le réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabac, le réseau Oxygène, menait un plaidoyer pour une loi responsable qui aidera à renforcer la lutte contre le tabagisme. Une journée à l'Assemblée nationale avec Clarisse Emilientan. L'économie numérique s'est invitée au Parlement, commençant par le bambou, le directeur du bureau régional pour l'Afrique centrale, représentant de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a jugé opportun de discuter de la question avec le très honorable Kavaye Dibril. C'est d'abord la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Cameroun. C'est une coopération qui est ancienne, qui est féconde, mais qui s'étend aujourd'hui à des nouveaux domaines. Ces nouveaux domaines concernent à la fois des programmes pour les jeunes entrepreneurs, ça comprend également la mise en place ou la promotion de la lecture publique à travers des centres d'animation culturelle, ça comprend également la formation grâce au numérique des enseignants du primaire, la promotion de l'enseignement bilingue, langue nationale française.
L'hôte du chef de chambre s'est ensuite rendu à l'hémicycle de l'Assemblée nationale où des experts de la francophonie, quelques membres du gouvernement et des parlementaires étaient réunis pour un audit du cadre juridique et institutionnel de l'économie numérique au Cameroun et en même temps pour aider au renforcement des capacités des parlementaires. Il faut dire que tous les pans de l'activité humaine cèdent tour à tour au diktat du numérique. Rien ne pourra se faire sans l'économie numérique. Comme le disaient un des orateurs, l'économie numérique est l'or de demain, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et ce qui est encore dommage, nous risquons de perdre le train de ces développements si nous n'y allons pas très vite. Un nouveau monde est en gestation et nous devons tout faire pour éviter d'être des victimes de cette évolution dans le secteur de TIC. Devant cette nouvelle donne, notre devoir est d'offrir des possibilités d'un cadre juridique fiable, d'entreprendre et de réussir cette mutation afin de pouvoir opérer dans une civilisation numérique qui devient de jour en jour la nouvelle civilisation humaine. Si l'économie numérique devient un mal nécessaire pour le développement, le tabagisme y nuit fortement. L'échéance de 2035 pour l'émergence du Cameroun passant aussi par l'atténuation des effets dévastateurs du tabac, une loi responsable devrait être prise. C'est l'objet du plaidoyer du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabac Oxygène. Nous avons pour souci que le Parlement puisse implémenter une législation en faveur de la lutte contre le tabagisme. Les membres du réseau Oxygène étaient au chevet des victimes du tabac à l'hôpital Jameau d'Yaoundé. Les honorables députés ne sont pas venus les mains vides. Un statut consolidé pour l'agence de promotion des investissements. La discussion est en cours au Parlement pour donner les coups des franches à cette institution chargée d'attirer les investissements et promouvoir le Cameroun comme destination d'affaires. L'API échappe à la tutelle du ministère des Mines et du Développement technologique, mais elle est désormais rattachée à la... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Une mission bien remplie pour l'ambassadeur de Suisse en fin de séjour au Cameroun. Claude Altermat est allé faire ses adieux au président de la République, Paul Biya. milliards pour renforcer et mobiliser le réseau de transport d'électricité au Cameroun, des financements qui permettront de sortir de la zone d'ombre. Le sujet inaugure le dossier du soir, votre nouveau rendez-vous dans le 20h30. Un repli stratégique pour embrasser une autre mission hautement exaltante. Peter Mafani Moussongue quitte le Sénat. L'ancien Premier ministre veut se consacrer entièrement à la Commission nationale en charge du bilinguisme et du multiculturalisme. Et voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Un séjour agréable et fructueux. C'est ainsi que l'ambassadeur de Suisse en fin de séjour au Cameroun a qualifié sa mission. Claude Altermat est allé faire ses adieux au président de la République, Paul Biya. Les deux personnalités se sont par ailleurs félicitées de l'excellence de la coopération entre Yaoundé et Berne. Le reportage d'Yves Mac Mezzo. La coopération bilatérale entre la Suisse et le Cameroun se décline à la fois en termes d'acquis et de défis. Au rang des acquis, l'on se plaît à citer des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé, l'hydraulique et l'agroforesterie. Quant aux défis, ils tournent principalement autour des questions migratoires, une préoccupation partagée. Son Excellence Claude Altermat, ambassadeur de Suisse. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, soyez le bienvenu. Arrivé au terme de sa mission intercamerounaise, Claude Altermat, l'ambassadeur de la Confédération helvétique dans notre pays, est venu avec le président Biya passer en revue les principaux axes de cette coopération vieille aujourd'hui de plus d'un demi-siècle. Nous avons parlé de quelques sujets précis de cette coopération bilatérale, notamment la migration et la formation personnelle, et nous avons encore abordé d'autres sujets. Pour marquer de façon solennelle l'engagement de Yaoundé et Berne à aller toujours plus loin dans leur rapprochement, le président Biya et son hôte vont procéder à un échange de cadeaux avant que l'illustre invité ne quitte le palais présidentiel
pour regagner son pays natal où il est appelé à d'autres fonctions. Il faudra vous y habituer. Le 20h30 vous propose tous les jours désormais le dossier du soir. Et ce soir, la rédaction télé fait un gros plan sur le transport de l'électricité au Cameroun. Une éclaircie peut-être avec la signature de 3 conventions de financement entre le gouvernement et la Deutsche Bank d'Espagne. Aujourd'hui, 30 milliards de francs CFA qui devraient ainsi être injectés à la stabilisation et au renforcement des réseaux de transport de l'électricité. Concrètement, une ligne de 400 kV va relier Edé à Yaoundé. La capitale sera par ailleurs ceinturée par une boucle électrique. Marie-Laurence Kay nous donne plus de précisions. Ce sont en tout 3 conventions qui ont été signées ce mercredi 5 juillet au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ceci dans l'optique de renforcer et de stabiliser les réseaux de transport d'électricité de la ville de Yaoundé. Un projet qui s'intègre dans le programme de construction et d'amélioration de la desserte des grandes métropoles en énergie électrique. Elle concerne une partie de la boucle de Yaoundé dans le réseau de transport d'électricité. Et elle va aussi concerner la construction d'une ligne de 400 kV entre Edéa et Yaoundé. Si dans l'avenir, quand cette ligne sera construite, il y a un défaut sur la ligne 225 kV, on aura une ligne de secours, n'est-ce pas, en 400 kV. La capacité de desserte de la région de Yaoundé et ses environs est fragile, surtout pendant l'étiage, en période de pointe et en cas de contingence. Cela s'est vérifié lors de la CAN féminine en décembre 2016, où certains quartiers de la cité capitale sont restés dans le noir. Il est donc question d'augmenter la capacité de transport d'énergie électrique en construisant de nouvelles lignes. Les travaux devront commencer en 2018. Pour se terminer en 2019. Ce bouclage permettra de recevoir l'énergie qui vient de Memvelu, mais également l'énergie en provenance du projet Nactigal. Et ces 4 millions de consommateurs qui auront accès à l'électricité, surtout dans de meilleures conditions. Ce n'est qu'un vœu. Et si on s'essayait à un état des lieux des infrastructures de transport de l'électricité au Cameroun, le tableau serait bien sombre. Noir, c'est noir, les populations peuvent entonner la litanie des complaintes. L'énergie électrique n'est pas toujours disponible dans les ménages et les activités économiques